Natacha Polony est-elle la reine des masculinistes? C'est la question que nous allons nous poser, car elle a eu une prise de parole, suite, au terrible meurtre d'une surveillante, qui est survenu il y a quelques jours. Et Natacha, elle a une solution, et spoiler, la solution, c'est de virer les gonzesses. Parce qu'en fait, voilà, les gonzesses, elles gèrent pas très bien et tout ça. Donc on va pouvoir, parler de tout ça. Ça va être l'occasion de parler un peu aussi d'éducation, de la situation dans l'éducation nationale actuellement. On commence bien sûr, donc là, on va parler de quelqu'un, bon, qui a été tué, hein, donc évidemment, la première chose à faire, c'est de présenter, toutes nos condoléances à la famille, à ses proches, ce qui est absolument terrible. Nous, on va pas forcément parler de ce fait-là, voilà, non, il y a pas grand-chose à dire, de plus à part, voilà, c'est terrible et il faut qu'on s'organise pour que ça arrive, le moins possible, voire pas. Mais nous, on va parler de la tech de Natacha Polony et pour ça, je suis accompagnée de mon camarade Chris. Chris, comment vas-tu? Es-tu prêt à écouter Natacha avec, intérêt? Bah Natacha, ouais. Salut déjà à tout le monde, hein, à YouTube, au chat, voilà. Non, bah ouais, moi j'adore Natacha, c'est vraiment c'est vraiment, tu sais, l'école Ruquier. Tu sais, c'est les gens qu'on a connus à On n'est pas couché pour dire des techs de droite. Il y a eu Zemmour. Tu sais, ils avaient tous les mêmes refs. Michéa, Christopher Lash, Philippe Muret, etc. Ils les recyclaient comme ça, il y avait une mode, voilà. Donc c'était les républicano réac. Donc c'est un peu le truc Marianne maintenant, tout ça. Donc ouais, un peu de Natacha. Ça va nous faire du bien, ça va nous rappeler dans ce pays socialiste et progressiste qu'est la France, de gauchiste quoi. Voilà, un peu de parole réac. Zoé, qu'est-ce que t'en penses? Ça va nous faire du bien, je C'est pense. ça, hein. Après je crois qu'elle s'auto-diagnostique de gauche, hein, Natacha Polony, il me semble, hein. Mais alors, Elle est de gauche autodiag, Natacha. Bon, voilà, c'est, digne représentante de la gauche de droite, hein, n'est-ce pas? mais La gauche qui ne se laisse pas avoir par les trucs de gauche, hein. je sais que Padu, il a des techs, c'est son métier, hein, sur les gens qui font des autodiags catastrophiques. Je crois que l'autodiag de gauche est le truc le plus raté de tous les temps. Tu vois, Ah mais moi je vais au-delà de ta taille, Chris. Je pense qu'il est bien plus licite de penser pouvoir s'autodiag, sur des trucs de santé, machin, psychique et tout, que tu as bien moins de risques de dire de la merde que si tu essayes de t'autodiag en politique, en se disant que toi tu sais mieux parce que tu connais tes idées et que les autres se trompent. En politique, on ne peut pas s'autodéterminer, c'est-à-dire qu'il y a des choses objectives qui te situent d'un côté ou de l'autre. Si tu es à la tête d'un média, genre au hasard Marianne, qui dit au d'énormes hasard. dingueries racistes et islamophobes, bah peut-être que t'es pas de gauche en fait, c'est possible, hein, on ne sait pas. Mais bon là on va voir, Natacha Polony a-t-elle de bonnes solutions pour régler les problèmes de violence dans dans le monde éducatif? Ouais, Vas-y mon Chris, je je te te mets laisse nous mettre ça. ce magnifique extrait de Natacha. Là où je rejoins Bruno Pomar, c'est que si l'école elle-même a du mal à faire ça, et pour l'instant, comme les professeurs ne sont pas formés, comme ils n'ont pas été mis dans les dispositions qui consistent à exercer une autorité, il faut aussi un soutien. Et j'ajoute une chose qu'on ne dit jamais, mais l'ultra-féminisation. Qu'on ne dit jamais. Alors attends, j'espère que t'es bien assise sur ta chaise, Zoé. Ah, Parce que là, il me semble que c'est une take que j'ai entendue chez absolument tous les masculinistes de droite que on j'ai sait écoutés. Et pas. comme vous le savez, j'en ai écouté beaucoup. Mais j'attends de voir peut-être que Natacha va nous éblouir. Moi, je pense qu'on le Ça va dit. être. On le dit jamais, moi, pour moi. L'ultra-féminisation du corps enseignant n'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains profils sur lesquels, et je suis sûre que vous me rejoindrez, il faut un rapport de force. Ah oui. Et il faut quelque chose qui s'exerce de façon presque violente. Voilà. Voilà. C'était pas long. Bon. C'était pas long, mais ça a été dit. Et en fait, c'est bien parce que comme on le dit jamais, il faut cogner sur les gamins. Et pour ça, les gonzesses, vraiment, sont un problème, quoi. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non, mais bon, alors, rien ne va dans cette histoire. Rien ne va dans cette histoire. Donc, je rappelle donc que là, le truc de départ, c'est une surveillante qui a été poignardée par un élève qui avait 14-15 ans, je crois. Alors, élève, voilà, bon, voilà, c'est un adolescent. On a encore assez peu d'éléments sur ce qui s'est passé. Bon, c'est terrible, A hein, priori, évidemment. de ce qu'on a vu, c'est un élève qui était. C'était pas une question d'embrouille ou quoi que ce soit, c'était quelqu'un qui était assez fasciné par. Enfin, ce que j'ai vu, voilà, l'idée de tuer, Oui, l'idée de la mort, voilà. C'est plutôt c'est un ça. profil un C'est ça. peu psychiatrique, quoi. Bah ouais, alors c'est difficile de Moi, j'y s'avancer sais rien. là-dessus. Il avait voilà, a priori, il a été filmé en train de faire des saluts nazis, etc. Bon, voilà, en fait, l'enquête démarre juste. Et puis surtout, c'est un enfant, en fait, hein, c'est un mec qui a 14-15 ans.
donc a une responsabilité légale qui est forcément à discuter, hein, parce qu'il est, c'est pas un adulte, hein, c'est un adolescent. Et donc, voilà, c'est terrible pour la famille, c'est horrible. Fort heureusement, c'est des choses qui arrivent de manière exceptionnelle et donc, voilà, on peut pas dire que ça soit un phénomène de société, qu'il y ait des milliers de gamins de 14 ans, qui poignardent gratuitement des surveillantes. Néanmoins, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est terrible. Une fois qu'on a dit ça, heu, moi, première chose que j'ai envie de dire, c'est: Natacha Polony est-elle au courant que les femmes peuvent faire preuve de violence? Ça, c'est ma première question. Je crois pas. Natacha Polony croit-elle que, le fait d'avoir des œstrogènes dans le corps, immédiatement, ça immunise contre la violence et on est forcément toute douce et toute gentille et jamais, il n'est question, de pouvoir, taper des gosses, alors particulièrement, des femmes qui sont dans des positions de domination. Peut-être que l'application de la violence dépend plus du rapport social qui existe entre 2 personnes que des choses intrinsèques, hormonales, et génétiques, de la personne qui tape. C'est possible, hein. Et du coup, Natacha Polony n'est-elle pas au courant que genre, dans les écoles pour filles, qui à l'époque où l'école était non mixte et cetera, qui était très fréquente dans les années 50, 60, 70, en fait, il y avait énormément de violences appliquées par des femmes sur des enfants et particulièrement sur des enfants filles, à cette époque. Et n'est-elle pas au courant qu'il y a eu récemment une commission d'enquête sur, les établissements privés, en règle générale, je crois pas que Cato, mais c'est l'enseignement privé en France est Avec largement dominé Stanislas, par là. l'enseignement privé catholique, Stanislas, Bétaram, et cetera, et cetera. Dans les trucs, Cato, tu sais, très, très tradis, où il y a une normalisation des violences, sur les élèves, hein, parce que c'est ce qui ressort quand même de Mais l'enquête. Il est hyper fréquent que, les femmes et particulièrement les bonnes sœurs soient, autrices de violences envers les enfants extrêmement brutales, avec de l'humiliation, de la violence physique et cetera et cetera. Enfin, je veux dire, c'est genre classico, quoi. Enfin, moi, toutes les vieilles du village, elles te rapportent le fait qu'il y avait, une bonne sœur, machin, quand elles étaient gamines, qui leur tapait sur la gueule, sévère, quoi. mais Enfin bon, bref, c'était donc voilà. ce qui est ça qui est intéressant, c'est très essentialiste, un espèce de féminisme essentialiste, tu sais, où la douceur serait du côté des femmes et la violence serait du côté des hommes. Comme tu l'as dit, violenter les enfants, les jeunes enfants ou les plus grands, etc., pour les éduquer, c'est des structures sociales et mentales, ce qui est identique, hein. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, c'est le coup du martinet, tu sais, genre ces vieilles pratiques, il y avait un martinet à la maison, tu rentrais, enfin, tu te faisais frapper. Il faut voir ce que c'est, je sais pas, tu vois, même des films qui paraissent anodins aujourd'hui, tu sais, La guerre des boutons, tu vois, des vieux films des années 50, où tu vois justement la violence entre enfants. Parce que c'est aussi des enfants qui ont un rapport à la violence entre eux, parce qu'ils ont un rapport à la violence quand ils se font attraper par leurs parents à faire des conneries. Enfin, vraiment, cette idée de les femmes sont douces et bienveillantes, alors que les hommes, ils peuvent mettre des coups. Enfin, non seulement pour quelqu'un comme Polony qui se dit experte en histoire, enfin, souvent c'est ce qu'elle raconte, etc. Elle est elle-même en train de dire que les années 50, 60, c'était mieux, il y avait moins de dislocation. Là, elle se gourre complètement. L'application de la violence éducative, mais vraiment par le coup de fouet, quoi, par le coup de poing, c'est un truc autant masculin que féminin. Alors effectivement, la dissymétrie morphologique des hommes et des femmes fait que quand c'est un homme qui tape, ça fait plus mal, quoi. Mais globalement, taper sur les enfants, ça serait si c'était un comportement que masculin, quoi. Ouais, totalement. Et puis, voilà, il y a un peu cette idée. Tu sais, en fait, je dis, c'est une take que tous les masculins disent parce que, tu sais, il y a une grosse take sur le fait que les métiers de l'éducation soient très fortement féminisés. Ça a tout un tas de problèmes. Alors là, elle trouve que c'est pour ça, l'ensauvagement, les élèves n'ont pas assez peur de l'adulte et donc c'est pour ça qu'ils sont agressifs, etc. Bon, vraiment, il va falloir nous prouver ça, hein. Il va falloir nous prouver qu'il y a plus de violence aujourd'hui, au moment où les personnels éducatifs sont largement féminisés, que, comme on disait, dans les années 50, 60. Je rappelle, hein, que, il y avait beaucoup plus, d'homicides en France rapportés au nombre d'habitants, jusque dans les années 80-90 qu'il y en a aujourd'hui. 3 fois plus, hein, dans les années 60-70 qu'aujourd'hui. Donc c'est totalement faux. Le fait que la violence à l'école soit plus importante et tout, c'est pareil, il va vraiment falloir le prouver parce qu'a priori, c'est aussi faux. Et il y a une autre take qui revient beaucoup sur le fait qu'il y ait énormément de femmes qui soient dans les personnels éducatifs. Les masculins de droite, parfois, ils essayent de réfléchir un peu. Et donc, ils regardent les chiffres, tu vois. Et ils regardent les chiffres des échecs scolaires et ils se rendent compte que les garçons des milieux populaires réussissent moins bien à l'école
que les filles, y compris les filles de milieu populaire. Eux, ils en tirent comme conclusion que c'est une des choses qui fait que les hommes sont opprimés dans la société. Tu sais, il y en a beaucoup, leur take, c'est que c'est pas vrai qu'il y a le patriarcat avec une organisation sociale qui crée une domination globale des hommes sur les femmes et tout. Pour eux, c'est pas vrai. On est même dans une société gynocentrée où les femmes ont tous les droits, etc. Et la preuve, c'est que les garçons réussissent en moyenne moins bien à l'école. Alors, en général, ils oublient la lecture de classe parce qu'en réalité, les garçons issus des fractions bourgeoises réussissent très bien et quand ils réussissent très bien, ont plus accès aux filières d'excellence, etc., etc. Même si en moyenne, les filles réussissent mieux, sur les franges d'excellence et tout ça, les garçons sont surreprésentés. Et au sein des classes populaires, c'est vrai que les garçons sont en général plus en échec scolaire que les filles. Et ça s'explique par plein de trucs. Et eux, ils pensent que c'est parce que c'est un monde qui est tenu par des femmes et qui, du coup, par définition, s'adresse aux femmes, tu vois, pour les femmes. Le problème, c'est que si tu regardes vraiment un peu finement les travaux qui ont été faits, notamment plein de travaux de sociologie, etc., ça montre que c'est pas parce que c'est des femmes les encadrantes qu'elles ont une manière d'enseigner, etc., qui est moins favorable aux garçons, ou pire, qu'elles défavorisent les garçons. Une organisation du système scolaire et des manières de tenir les corps des filles et des garçons qui font que les filles, du fait du patriarcat, vont avoir tendance à mieux se soumettre à l'autorité, à mieux coller au cadre, à mieux coller au code. C'est l'effet de la position de domination qu'elles subissent. Il peut avoir parfois des espèces d'effets pseudo-bénéfiques à la marge, notamment sur la réussite scolaire, où en moyenne, elles sont un peu mieux. Et quand tu regardes des gamins de milieu populaire qui, en général, sont moins contenus dans leur corps, ont moins appris à se poser le cul sur une chaise à 4 ans pour faire du travail et tout ça, mais ont des corps qui bougent plus. Et d'ailleurs, on leur laisse avoir des corps qui bougent plus. Quand tu regardes une cour de récré, c'est très intéressant. Moi, je le vois à la maternelle avec mes enfants. Quand une petite fille court, le personnel éducatif va beaucoup plus avoir tendance à lui dire: «Attention, ne cours pas trop, tu vas te blesser» et cetera. Alors que quand un petit garçon court, on trouve ça plus normal, plus logique, on lui permet même de se mettre un peu plus en danger physiquement, de risquer de tomber et cetera. Alors là, je suis en train de vous le faire en accéléré. Il y a des travaux Ouais, enfin, je veux dire, il y a des centaines de livres là-dessus qui détaillent ça beaucoup mieux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, l'effet concret du système scolaire, ensuite, c'est que ces petits garçons qui sont moins contraints, moins habitués à la contrainte, mais du coup, ils vont moins rentrer dans le cadre scolaire. Quand on va essayer de les contraindre, ça va plus aller au clash. Et puis ensuite, bah, il y a une réalité, par contre, du fonctionnement du système éducatif qui est qu'on les violente énormément. Et du coup, derrière, c'est des gamins qui vont non seulement développer du ressentiment, etc., qui en général est légitime, hein, parce qu'ils prennent vraiment de la violence de classe, de l'humiliation, etc., qu'on leur renvoie un truc genre ils sont trop cons, ils n'arrivent pas à apprendre et tout ça, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est juste qu'on s'est organisé pour ne pas les laisser accéder aux apprentissages de la même manière, qu'on ne s'adapte pas à ce que seraient leurs besoins. Euh, et, euh, et donc, on se retrouve avec des takes de débiles, de débiles de mascu et des takes débiles à la Polonie, genre, voilà, le gros problème de l'éducation, c'est que c'est tenu par des meufs et tout. Alors après, au-delà de ça, après, je vais te passer la parole, Chris. Au-delà de ça, moi, je pense que, enfin, c'est pas spécialement une bonne nouvelle que des métiers soient extrêmement féminisés. Enfin, moi, je suis pour la parité dans les métiers de soins, dans les métiers de l'éducation, etc. Mais ça, c'est une autre, voilà, c'est une autre question. Qu'en penses-tu, toi, Chris, de tout Non, ça? mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, elle est dans une. Enfin, ce qui est intéressant dans la féminisation, c'est aussi qu'elle ne. Il y a un fond, tu vois, de. C'est trop libéralisé depuis que c'est des femmes, enfin, on vient de le dire. Alors qu'en fait, c'est aussi ce qui a permis, justement, de. Enfin, moi, je crois au sujet révolutionnaire féminin. Et je crois justement que la surféminisation comment dire, de l'éducation nationale a permis une libéralisation positive dans l'éducation. C'est-à-dire une éducation beaucoup moins centrée sur l'autorité masculine, patriarcale, etc. Là où justement, quand elle était dans une forme très familiale, où l'homme avait énormément de poids et où l'école ressemblait à cette institution familiale, tu vois, le maître, l'homme au centre, l'instituteur, le dépositaire de l'autorité, le dépositaire du savoir. On avait une école beaucoup plus sélective, beaucoup plus reproductrice de la bourgeoisie et beaucoup moins, comment dire, horizontale, orientée vers justement l'égalité, etc. Ce qu'on voit maintenant avec... euh, euh, je pense que voilà,
la dynamique égalitaire qu'on voit dans nos sociétés, portée justement aussi par un sujet collectif révolutionnaire qu'est le sujet collectif des femmes, qui doivent rattraper une égalité juridique, théorique qu'on a promis qu'aux hommes et qu'on a donné qu'aux hommes. Voilà. Dans l'institution, dans la transformation de l'éducation nationale, le fait qu'elle soit massivement dans cette institution a permis justement aussi d'implémenter des mentalités beaucoup plus égalitaires dans la tête des gens. Donc je pense que la promotion de l'égalité dans nos sociétés vient aussi de la prise de pouvoir des femmes sur l'éducation nationale et donc d'imposer justement une bien moindre verticalité entre l'adulte et l'enfant. On pourrait parler de ça justement parce que il y a des rapports dissymétriques là-dessus. Et parce que Chris a dit l'école est égalitaire et c'est trop l'ascenseur social Non, et on est dans un rapport horizontal. Je dis égalitaire dans le sens de la façon dont on éduque. Malheureusement, ça veut pas dire que ça correspond au fait que qu'elle fabrique de l'égalité sociale, tu vois. Mais c'est une forme d'éducation beaucoup plus horizontale et égalitaire que l'éducation dont on parlait précédemment et que Polony essaye de nous vendre, c'est-à-dire l'éducation avec de la violence, avec du rapport de force, avec du martinet, quoi, avec des coups, quoi. Donc, je pense que sans vouloir le dire, on est d'accord avec Polony. Elle déplore effectivement le manque de masculinité dans l'école aujourd'hui pour faire autorité. Moi, je suis d'accord que la centralité masculine et patriarcale dans l'école était une forme réactionnaire et conservatrice, que l'arrivée des femmes dans ce monde-là, mais je veux dire de manière autoritaire, a changé les choses en bien. Effectivement, si l'école aujourd'hui a des problèmes, alors est-ce qu'elle a plus de problèmes qu'à l'époque ? Est-ce que l'école fabrique moins de tueurs, plus de tueurs aujourd'hui parce qu'elle est majoritairement gérée par des femmes, etc. Cette féminisation dont elle parle, je pense pas. Je suis pas sûr que l'école soit était moins criminogène, enfin fabricatrice de criminalité à l'époque où c'était surtout des hommes et où il y avait de la violence. Mais si on doit parler justement de ce qu'elle permet en termes de changement de classe ou de transfuge de classe, là c'est différent. L'école est soumise à la division du travail et aux nécessités de la division du travail, des phases du capitalisme. Que vous soyez homme ou femme dans l'école aujourd'hui, vous êtes obligé de reproduire les classes sociales et la division du travail d'un ordre impulsé, lui, par le mode de production. Mais oui, oui, je suis d'accord, Natacha. La féminisation de l'école a rendu l'éducation beaucoup plus libérale et égalitaire, beaucoup moins violente pour les enfants. Et c'est une bonne chose. Ok, Chris le wokiste. Hein. Chris le wokiste et le profème qui dit comme il y a des meufs, c'est moins violent. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il y a des meufs. Hein. Moi, c'est la différence, c'est que c'est pas parce que ce sont des meufs, parce que comme je suis marxiste, j'ai fait Antoine Goya qui fait Soral la tête. Comme je suis marxiste, ça n'a aucun rapport. C'est parce qu'elles sont révolutionnaires. Non, mais en vrai, si je dois donner ma tech, c'est pas parce qu'elles sont femmes et que c'est une essence de femme. C'est que dans nos sociétés encore masculinistes et post-patriarcales et ultra-masculinistes, les femmes sont un sujet oppressé et donc révolutionnaire. Et donc, de fait, elles portent en elles un projet beaucoup plus égalitaire. Quand elles prendront le pouvoir ou quand la domination des hommes sur la femme sera dépassée, peut-être qu'elles seront un sujet totalement conservateur et réactionnaire. La dynamique conservatrice ou réactionnaire ne vient ni des oestrogènes, ni des chromosomes X ou Y. Elle vient de la place qu'on a dans les rapports de production. La bourgeoisie était une grande classe révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle a transformé la société et l'humanité en y apportant des bienfaits absolus dont personne n'oserait aujourd'hui remettre en question. Aujourd'hui, c'est une classe qui, par la transformation sociale, est passée de révolutionnaire,
progressiste, conservatrice et maintenant totalement réactionnaire. Donc non, les femmes sont un sujet révolutionnaire. Ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit des femmes, c'est que ce soit des révolutionnaires. Voilà. Et aujourd'hui, ça prend la forme femme. Tout à fait. Et c'est pour ça que les femmes, par exemple, les bonnes sœurs violentes dont on parlait juste avant. Alors, j'ai vu dans le chat, à un moment, je parlais de la commission d'enquête, là, tout à l'heure, je disais que ça portait sur l'enseignement privé. Il y a quelqu'un dans le chat qui mettait que, en fait, cette commission, elle a été élargie à tout l'enseignement et aux violences en règle générale dans tous les établissements, privés, publics, sous contrat, hors contrat, etc. Mais une femme dans les années 50 qui a un statut voilà, religieux, qui est dans une position sociale qui est relativement protectrice pour elle. Alors, on pourrait parler notamment de la hiérarchie de genre au sein du clergé et tout, qui est très violent. Mais une femme qui est dans cette position sociale-là, par rapport à des élèves qui sont très subordonnés dans un système qui est, on va dire, adéquat, c'est-à-dire qui est pas, adéquat, ça ne veut pas dire qu'il est, comment dire, souhaitable, etc. Mais en tout cas, avec un équilibre qui fonctionne à ce moment-là, elle se retrouve dans une position où elle est dominante et elle applique la domination par la violence parce que c'est ce qui se disait. Et moi, je vois Padu dans le chat qui vient nous dire, et il a bien raison, Chris a jamais parlé avec les profs, ces grosses macronistes. Alors, Chris, On peut être révolutionnaire. explique-toi, camarade. On peut être. Je pensais pas devoir faire de la de la pédagogie marxiste. Ah, pas du. Mais je sais qu'il me provoque pour l'auditoire. Non, mais c'est intéressant comme question parce que quand on parle de classe révolutionnaire, on parle toujours de conscience possible. Vous savez, pour chacun des individus, vous appartenez à une classe. Et le fait d'appartenir à une classe, à une certaine forme de rapport de production, vous offre un certain niveau de possible et de maximum. Le maximum de possibilités pour le prolétariat, comme pour les femmes, c'est d'être révolutionnaire. Ça ne veut pas dire que instantanément, puisque vous êtes prolétaire ou que vous êtes femme ou que vous êtes vous êtes révolutionnaire. Parce que sinon, instantanément, la majorité de la population qui est salariée est donc exploitée et donc appartenant à une catégorie du prolétariat ou une forme de prolétariat, instantanément la société serait révolutionnaire. Non, il y a des spoilers alerte. Il y a des ouvriers extrêmement réactionnaires, extrêmement conservateurs, tout comme il y a des profs, effectivement, des profs femmes extrêmement conservatrices ou semi-progressistes, etc. Donc non, la question justement qui nous intéresse, c'est comment on fait en sorte, et c'est ça le travail des révolutionnaires, c'est ça le travail des cadres de la révolution, comment on fait en sorte que les gens passent de leur conscience réelle, c'est-à-dire d'être macroniste pour les femmes profs dont parle Padu, à leur mouvement révolutionnaire, à leur conscience révolutionnaire. Tout comme, vous savez, Zoé, elle a une tech dans ça. Elle sait qu'il y a une grosse dynamique révolutionnaire des jeunes femmes médecins potentielles, donc en termes de possibles. Moi, je vais dire la même chose. Zoé, tu parles pas avec tes collègues qui vont à Avoriaz qui font des dépassements d'honoraires pour payer l'investissement dans le Airbnb ou quoi? Donc évidemment que si, évidemment que si. Mais par contre, effectivement, il y a un espace parce qu'il y a dans les moments de recomposition et de changement, il y a des espaces pour des gens pour qui la manière dont l'organisation est pensée, etc. Et pour les jeunes femmes médecins, c'est très vrai. Ce côté sacerdoce, je travaille 80 heures semaine, je gagne de 10-12 000 euros par mois, mais au prix de jamais voir ma famille, de jamais avoir de temps à côté, etc. Mais bon, je m'en bats les couilles parce que c'est ma meuf qui va gérer mes mômes, gérer toute l'intendance de la maison, faire mon secrétariat, faire tout mon administratif, etc. Mais les meufs qui se retrouvent médecins, elles n'ont pas bobonne à la maison pour faire ça. Donc déjà, elles sont prises dans d'autres types de choses, en termes de besoins, de temps libre à côté de son travail, etc. Et du coup, elles vont vers notamment, alors il y a aussi des mecs, c'est des mouvements c'est pas 100% des femmes et 0% des hommes. Il y a aussi des hommes de ma génération qui aspirent à d'autres types de choses et qui sont médecins. Et ces personnes-là, par exemple, vont avoir plus tendance à se tourner vers le salariat. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, dans les jeunes promotions de médecins généralistes, il y en a 40% qui demandent du salariat. Et à partir du moment où les médecins généralistes demandent le salariat,
En fait, c'est beaucoup plus facile, d'aller penser un système de soins publics avec des centres de santé publics, avec des généralistes dedans et pas tout le monde à la tête de sa petite entreprise qui braille parce qu'il paye trop d'URSSAF et cetera. Ça fait pas les mêmes structures mentales, en fait et derrière, ça donne pas les mêmes envies, les mêmes manières même de soigner, de penser le soin. Quand on se met à, avoir un rapport à son métier un peu différent, on se met à être plus motivé par mes conditions de travail, la qualité des soins, le fait d'avoir envie de travailler en équipe et pas qu'avec des médecins. Et du coup, le fait de remettre en question son propre pouvoir médical, etc. Tout ça, c'est des processus qui partent. Et c'est pas parce que les femmes, elles sont gentilles, en fait. C'est parce que la position sociale des femmes, qui est en train de changer, génère des changements dans la société. Là, on voit quand même se déployer toute une pensée conservatrice. C'est-à-dire qu'on part d'un fait divers et on voit Polony qui, elle, va chercher genre une analyse de la criminalisation en prenant une institution fondamentale de nos sociétés modernes, tu vois, l'école, et sa féminisation. Bah là, il y a une vraie analyse matérialiste marxiste à faire. Nous, on va faire l'inverse. On va dire, bah oui, effectivement, non, comment dire, cette féminisation n'est pas un effet de recul, de problème pour cette institution. Le problème, c'est l'institution en elle-même, dont on pourrait parler justement pourquoi elle fabrique des gens macronistes, voilà. Mais sa féminisation a apporté des bienfaits et justement ce que elle déplore, l'arrêt de la violence envers les enfants pour les pratiques éducatives. Et ça, c'est fondamental. Personne n'a envie de revenir à des pratiques éducatives à base de châtiments corporels. Oula, alors là, Moi, Chris, moi, je pense que tu t'avances, hein. Non, il y a plein de gars, notamment plein de mais droitards, justement, tu qui préfères... sont persuadés que un retour, à l'ordre et la discipline où on tape sur les mômes et on met des fessées et nanana, de toute façon, maintenant, les temps calmes, fabriquent des faibles hommes et les temps difficiles fabriquent, des hommes forts et cetera. Enfin, ça, c'est vraiment la take classico de la droite, qui croit que plus on tape sur la gueule des gens, mieux ça se passe. Ils ont cette vision-là pour l'éducation, ils ont cette vision-là pour la justice, hein. Ils croient que plus tu vas mettre les gens longtemps et très fort en prison, moins ils vont faire de conneries, ce qui est parfaitement faux. Enfin, voilà. Attention, Non. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent ça, hein, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des ennemis politiques. Tu vois, Oui. il y a un affrontement ici. C'est pas une normalité, quoi. Tu vois, c'est pas les sociétés doivent mettre des coups aux enfants pour pouvoir vivre sereinement, quoi. C'est deux visions qui s'affrontent. Et là, moi, je trouvais intéressant l'extrait de Polony parce qu'on voit une explication. Comme on dit nous souvent, c'est quand vous faites le constat sur le réel, vous dites aussi, c'est ce qu'on parle d'identité sujet-objet, de jugement de fait, jugement de valeur. Elle fait passer ça comme un jugement de valeur, un jugement de fait, je veux dire, c'est un jugement de fait, c'est un problème la féminisation, donc il n'y a pas assez d'autorité parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Non, ça c'est un jugement de valeur. Là, elle démontre sa vision du monde réactionnaire et conservatrice. Elle démontre sa vision séparée des hommes et des femmes, son rapport essentialiste à l'homme et à la femme, etc. Une forme presque de, tu vois, genre de turfisme un peu, j'en sais rien, tu vois. Mais et cette vision-là, elle est problématique et on doit l'affronter. Et nous, on doit dire notre constat fait valeur sur le réel. Non. Cette féminisation non seulement n'est pas un problème, mais même elle est quelque part souhaitable dans toutes les institutions de la société, quoi. Justement parce que, comme ce qu'on a dit précédemment, le sujet féminin est un sujet largement discriminé, oppressé, alors qu'il est la moitié de l'humanité. Et donc, jamais la féminisation ne sera un problème pour les sociétés. Au contraire, il permet plus d'égalité. Parfait. Bon, je retiens, Chris, que tu refuses l'Autodiaque de Natacha Polony à gauche. Écoute, je suis relativement d'accord avec toi. Comme je refuse Sur celui d'Éric Nolot, dont le seul truc qu'il n'y a jamais eu à gauche chez lui est son siège à côté de Zemmour. Voilà, si vous cherchez un truc de gauche chez Nolot, il n'y a qu'un seul truc, c'est quand il était assis sur un tabouret à côté de Zemmour. Sinon il n'y a rien, quoi. Voilà. C'est ça, c'est terrible. On refuse tous les autodiagues des mecs fabriqués par Laurent Ruquier. Désolé à eux. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer, si vous le souhaitez,
de vous abonner à cette chaîne, vous abonner à la chaîne personnelle de Padu, sur laquelle est récemment sortie une vidéo dans les pas d'Anas Kazib. Vous pouvez vous abonner à la mienne, un jour il y aura du contenu dessus. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Blue Sky. Vous pouvez aller lire Position Revue qui a sorti très récemment un article écrit par notre camarade Lizzie qui milite à l'OST, l'Organisation Solidarité Trans, sur l'écofascisme, article très intéressant. Et si vous souhaitez nous soutenir pour pouvoir financer les futurs projets, etc., le montage, le miniaturiste et tout ça, vous pouvez aller sur notre Tipeee dont vous aurez le lien en description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut! Salut!